Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 27 mars 2023. Alors aujourd'hui, je poursuis mon incursion dans le monde des livres en vous présentant l'ouvrage suivant de Louis Lanoiselet, Les bouquinistes des quais de Paris, avec une préface de Daniel Halévy de l'Institut, des ornés de bois gravés de Jean Lebedeff et de nombreuses photographies et gravures documentaires publiées à Paris. Pour ce qui est des photos, je ne les ai pas vues. Sans doute existe-t-il une autre édition, mais je n'en connais pas d'autres. Et de Louis Lanoiselet, on lui doit, entre autres, Émile Guillaumin, écrivain et paysan, avant-propos d'Édouard Pesson, encore avec des bois de Lebedeff, paru au plaisir du bibliophile, Lucien Jean, l'écrivain L'Apôtre, avec une préface d'Henri Poullaille, Quand j'étais soldat, reproduction du manuscrit tiré à 15 exemplaires, hors commerce, Charles-Louis Philippe, l'auteur de Bubu de Montparnasse, l'homme, l'écrivain, avant-propos de Ferdinand Teulé, encore avec des bois de Lebedeff, et Marguerite Audoux, autre autrice prolétarienne, sa vie, son œuvre, préface de René Bonnet et des bois de Jean Lebedeff, décidément, est toujours paru au plaisir des bibliophiles. Alors, ce qu'on y trouve dans les premières pages, c'est le blason des bouquinistes des quais de Paris. Et c'est une reconstitution d'azur parté de gueule à la boîte à bouquins, soutenu de pierre au chef d'argent, au lézard convoitant l'épée. Alors, oui, il y a quelqu'un qui est dans la vitrine qui me fait un signe. La boutique est fermée, évidemment. Alors, il me fait un autre petit signe de salut. Il doit être étonné. Je suis là dans le fond de la librairie, en train de parler tout seul. Je ne crois pas qu'il ait vu le bidule, mais bon. Alors oui, l'épée pour se défendre, car les bouquinistes au 16e siècle pouvaient être victimes d'agressions, soit parce qu'on voulait leur dérober leurs écus ou quelques livres, ou encore l'épée pour défendre la liberté d'expression, la liberté de penser. Le lézard, lui, symbolise l'attentisme, la patience, l'immobilité, car le métier de libraire est aussi un métier, en fait, le métier de bouquiniste est aussi un métier d'immobilité. Alors, le blason, eh bien, peut-être que j'essaierai de vous mettre ça en... Non, je vais plutôt vous mettre la page couverture de cet ouvrage, qui est un ouvrage que j'ai lu il y a déjà plus de 20 ans, et que j'avais trouvé beaucoup d'intérêt à cet ouvrage. Parce que ce qu'il nous raconte, Louis Lanoiselet, c'est comment les quais, comment les bouquinistes se sont installés le long des quais. Alors donc, c'est un ouvrage à la fois historique, à la fois anecdotique, car Lanoiselet n'est pas un historien patenté, n'avait pas prétention d'offrir une étude savante, ce qui n'a pas empêché l'Académie française de récompenser cet ouvrage.
Alors, ça va être sans doute une vidéo en deux parties ce soir, car je vais plutôt vous parler de... Je vais plutôt vous parler de lui-même. Vous voyez, il y a des chapitres absolument intéressants. Les bouquinistes dans la littérature. Ben, celui qui en est... Parce que ça, c'est pas mon exemplaire. C'est l'exemplaire que j'ai acheté il y a quelques jours déjà chez cet ancien libraire aujourd'hui décédé. Et il ne s'est pas rendu, en tout cas, les pages sont non coupées, alors il ne s'est pas rendu là. Et quant à mon propre exemplaire, il est quelque part dans le magma de papier qui est devenu ma propre bibliothèque. Le chaos qui me met presque KO aussi. Alors, mais je vais quand même vous parler de Louis Lanoiselet. Et demain, sans doute, je vais avancer plus dans la description de cet ouvrage. Alors, Louis Lanoiselet maintenant. Alors oui, il est né en 1896, il est mort en 1990. Et dès l'âge de 16 ans, il travaillait dans les mines. Et en 1916, il a été mobilisé afin de participer, si je puis dire, à la Première Guerre mondiale. Il en a rapporté un récit et une impression. D'ailleurs, vous l'avez entendu, tiré à 15 exemplaires, alors ça doit être absolument rarissime. Et de cette guerre-là, il en a éprouvé une horreur farouche. Il retourne, à la fin de la guerre, il retourne comme manœuvre dans les mines. Et après, il devient plus tard, il quitte les mines, devient domestique, devient maître d'hôtel. Et à partir de 1935, il devient bouquiniste et sa boîte était située sur le quai des Grands Augustins. Mais étant de modeste origine et parfaitement conscient de sa condition prolétarienne, il se lie d'amitié avec Henri Poullaille, l'écrivain prolétaire par excellence, Édouard Pesson et Marguerite Audoux. En 1956, il publie Les bouquinistes des quais de Paris, il reçoit une récompense de l'Académie française pour cet ouvrage, et il publie un deuxième livre, qui sera également reconnu par le milieu éditorial, La machine et sa houillère, en 1964, et c'est une étude historique et ethnographique sur la ville, le village de la machine, et sa vie, les mœurs de ses habitants, etc. Il demeurera bouquiniste jusqu'en 1977. Donc, il a continué de travailler jusqu'à l'âge de 81 ans. Ses origines modestes ont fait de lui un communiste convaincu, qui par la suite a été déçu, évidemment, par le régime soviétique, déçu par Staline, des exactions innombrables et monstrueuses commises par Staline. Mais tout de même, il est resté de gauche, tout en ayant perdu passablement ses illusions. Et les informations que je viens de vous livrer, c'est tiré d'un site Internet qui s'appelle le Métron, dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social, et le texte, la note consacrée à Lanoiselet, a été écrite par Jérôme Prugnon. Alors voilà, on cite ses sources. Il y a peu de choses sur Lanoiselet sur le site, sur les divers sites que j'ai consultés. Donc, on pourra en conclure que c'est un auteur confidentiel. Mais le document, c'est un document de première main. Et plusieurs choses m'ont interpellé
à la relecture éparse que j'ai faite de cet exemplaire, n'ayant pas le mien à portée de main. Ce qui me frappe, c'est qu'il a appartenu, ce bouquiniste, écrivain, historien, à une longue lignée d'écrivains prolétaires qui, non seulement n'éprouvaient pas de honte de leurs conditions, mais en éprouvaient même de la fierté. Et je me faisais la réflexion aujourd'hui, réfléchissant à cette vidéo nocturne, c'est que le prolétariat a été aujourd'hui remplacé par le précariat. Et le précariat n'a pas de devancier. C'est un phénomène neuf, passablement pas tout à fait encore analysé correctement. Et il est aussi le résultat d'une entreprise d'endoctrinement. Car il repose sur un concept, à mon avis, complètement farfelu, qu'est la méritocratie. Alors, on est forcément responsable dans la quasi-totalité des actes et des faits que nous posons dans notre vie. Les déterminismes sociaux n'ont aucun rôle à jouer. Dans ce qu'on entend un peu partout. Si les gens sont pauvres, c'est qu'ils le méritent, c'est qu'ils n'ont pas fait des études, c'est qu'ils ils n'avaient qu'à s'en sortir. Personnellement, nous avons un premier ministre, j'allais faire de l'humour à la Sole, un premier sinistre, qui s'est toujours vanté d'avoir payé ses études en passant la serpillière, ou si vous préférez, en bon québécois, la mop. J'aurais envie de dire, il faut se méfier des gens qui ont payé leurs études, car ils vont toujours implicitement se donner en exemple, se proposer comme modèle. Voyez, si vous voulez, vous pouvez. C'est le même homme qui n'a pas hésité, je pense que je radote, mais c'est pas grave, qui n'a pas hésité à vendre sa résidence à Outremont, Neuilly, si vous préférez, quelques millions de dollars en plein milieu de la pandémie, et qui la même semaine affirmait qu'à Montréal, on pouvait se loger pour 350 €, si vous préférez 500 $. Ce qui prouvait quand même à quel point le cher homme ne perdait pas de vue son intérêt particulier, on ne le blâmera pas pour cela, mais qu'en même temps, ne comprenait absolument pas la réalité des gens qui peinent à se loger à Montréal. Un des avantages que Montréal avait jadis, c'est que c'était une ville pauvre, assez joyeuse et créative. Aujourd'hui, on dirait de Montréal qu'elle est dispendieuse, janséniste et passablement ennuyeuse. Je pense qu'on ne s'amuse plus beaucoup à Montréal. Peut-être que l'homme occidental en général est épuisé et fatigué et peut-être aussi n'a plus envie, conséquence du précariat également, de se solidariser et de se fédérer en association. Parce que le précariat, c'est les gens qui travaillent dans la restauration, qui travaillent dans les services. Je ne parle pas des gens qui travaillent dans les services. Oui, puis dans les services, il faut voir, les services médicaux, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs de sous-catégories. La grande famille d'écrivains prolétariens, eux, ils avaient une conscience de classe. Ils savaient qu'ils appartenaient à une classe sociale. Ils savaient qu'ils n'étaient pas responsables des injustices qu'ils subissaient. Ils ne prenaient pas sur eux une part de fardeau. Le précariat, lui, se sent coupable. Le précariat ne côtoie pas, ne fréquente pas, ne s'associe pas avec des gens qui partagent la même condition. Alors forcément, il ne peut pas y avoir de rapport de force. Les écrivains prolétariens, les historiens prolétariens avaient
su se fédérer, avaient su former des associations, avaient su reconnaître dans quel camp ils appartenaient. Ils avaient su aussi avoir la capacité de définir les objectifs de la partie adverse. Alors aujourd'hui, ce que je note en tout cas, et en plus, pour parler de Louis Lanoiselé ou d'Henri Poullaille ou de d'autres, c'est qu'ils savaient écrire aussi sur leurs conditions. Ils avaient cette honnêteté-là. Ils savaient dire, comme on disait dans les années 70, d'où ils parlaient, du lieu où ils s'exprimaient, conscients de leur réalité propre. N'inventez pas des choses relevant de la pure fiction. C'est des écrivains réalistes, des écrivains qui écrivaient au plus près des choses, sans se mentir, sans enjoliver leurs conditions, et qui, d'une certaine manière, offraient à la littérature en général des textes de grande qualité. Louis Lanoiselé, c'est un véritable écrivain. Henri Poullaille aussi, c'est un véritable écrivain. Marguerite Audoux aussi, c'est une véritable autrice. Mais sans jamais se désincarner et sans jamais aussi, pour reprendre une expression qu'on a entendue beaucoup ces derniers temps, sans avoir envie nécessairement de venger leur race, venger sa race. C'était peut-être, ils ne prenaient pas sur eux la possibilité offerte de migrer d'une classe à l'autre. Et j'aurais même envie de dire, ou j'aurais peut-être même envie d'espérer, qu'ils auraient refusé d'être des transclasses, jugeant la nécessité de rester enracinés dans leur classe d'origine et d'être solidaires avec leurs pairs, d'être solidaires avec ceux qui avaient des outils conceptuels moins développés, d'être solidaires avec leur histoire familiale, avec leur passé, avec leurs aspirations partagées par leurs frères d'armes ou d'âme. J'allais faire ce lapsus-là, je vais le faire. Aujourd'hui, cette impression que j'ai, c'est que à peu près tout le monde n'a qu'une seule envie, c'est de quitter sa classe d'origine, surtout quand on vient d'un milieu modeste, ce qui n'est pas une aspiration non plus à mépriser, et que la situation de la transclasse, je vous l'ai déjà dit, il y a des études de plus en plus fouillées sur la culpabilité qu'un transclasse peut éprouver, la difficulté qu'un transclasse peut ressentir en s'intégrant à sa nouvelle classe d'adoption. Je ne crois pas que les études soient très nombreuses, cependant, sur les déclassés provenant de milieux bourgeois ou petits bourgeois. Et le déclassement de milieux petits bourgeois atterrissant dans un univers où il n'y a plus aucune trace de solidarité, l'expérience peut être assez redoutable et assez fatale. Et évidemment, les déclassés ne vont pas écrire sur leurs conditions. La honte sera telle que ça va les bâillonner. Tandis que les transclasses on se servira même d'eux comme emblème de la méritocratie. Voyez, quand on veut, on peut. Voyez ce bel exemple devant nous de quelqu'un qui s'est fait seul à la force du poignet, qui a réussi à gravir les échelons de la société, qui a réussi à appuyer sur les bons boutons afin de monter dans l'ascension, dans l'ascenseur social. Bref, on va le féliciter d'avoir tourné le dos à sa classe d'origine. Et c'est pour ça que le témoignage de Louis Lanoiselé est si intéressant. C'est que, outre
son propre parcours, qu'il nous narre avec beaucoup d'efficacité, il associe son statut de bouquiniste à celui des bouquinistes d'il y a presque 5 siècles, 4 siècles. Alors là, il y a une généalogie, il s'inscrit dans une généalogie qui va bien au-delà de sa propre généalogie familiale et de son milieu d'origine. Il appartient à une confrérie, il appartient à un ordre, avec ses règles, avec ses règlements, avec ses lois écrites, ses lois non écrites. Et c'est cela qui est fascinant. Dans quelle profession, dans quel corps de métier, dans quel compagnonnage, aujourd'hui, retrouvons-nous à la fois la mémoire du métier, la mémoire du village, la mémoire de ce qui nous a précédés, et tout ça est assimilé, et tout ça est incarné dans une activité qui se poursuit encore, activité quotidienne. Je n'en vois pratiquement pas. Et cette coupure-là, elle est radicale, c'est une rupture anthropologique qui modifie le rapport de l'humain avec son environnement, qui en fait lui fait perdre non seulement ses assises, non seulement sa base, mais lui met dans la tête des perspectives d'avenir qui sont erronées et qui, pour finir, vont le flouer. Parce que quand on veut, on peut, c'est vrai pour ceux qui peuvent à la base. Et ça, c'est tellement difficile à faire comprendre à des gens très éduqués, instruits, que les chances de s'émanciper de son milieu d'origine, de sortir de sa condition, lorsqu'on vient d'un milieu vraiment défavorisé, sont faibles. Une société, un État qui œuvrerait à promouvoir au maximum l'égalité des chances, serait un État tout à fait appréciable. Ce qu'on observe au Québec, c'est qu'une part importante de l'éducation scolaire, privée, est payée avec les fonds de l'État. Et de plus en plus de parents souhaitant que leurs enfants poursuivent leur place, que leurs enfants s'inscrivent dans leur lignée professionnelle, ou enfin que leurs enfants aient accès aux mêmes opportunités qu'eux, à titre de parents, aillent dans des écoles privées. Mais ces mêmes écoles privées, qui ont un avantage considérable parce qu'elles sont généralement situées dans des quartiers privilégiés, jouissent également de fonds publics. Et tandis que les écoles publiques, elles, généralement situées dans des quartiers moins favorisés, eh bien, n'ont pas accès aux mêmes ressources. Et j'aurais envie de dire que si l'État continue, d'une certaine manière, à subventionner des écoles qui sont déjà en avantage concurrentiel par rapport aux autres, c'est une manière de bien s'assurer que les transclasses ne soient pas si nombreux. Et c'est de s'assurer, autrement dit, que les enfants provenant de milieux privilégiés ne soient pas battus au fil d'arrivée par des enfants que l'État aurait aidé à fournir des éléments, des armes, afin de pouvoir lutter, peut-être pas à armes égales, mais afin de pouvoir être à minima compétitif.
Et ça, pour pouvoir dire ce que je dis, il faut avoir une conscience de classe. Il faut être conscient d'appartenir à une classe sociale. Et surtout, ne pas en avoir honte. Et je comprends bien que chacun a intériorisé, en tout cas dans le cas des travailleurs précaires, chacun a intériorisé cette honte qui paralyse, qui empêche de voir les choses comme elles sont. Les gens, la plupart du temps, ne sont pas responsables du mauvais traitement économique qu'on leur fait subir. Mais que doivent réfléchir à comment établir un rapport de force. Et c'est pour ça aussi que tout le narratif de ces écrivains prolétaires, qui par leur réflexion, par leur travail studieux, par leur capacité à créer des fédérations, il a été très impliqué, Lanoiselier, au sein de son syndicat des bouquinistes, correspond à une véritable nécessité à la fois intellectuelle, à la fois historique et à la fois sociétale. Mais si on s'y refuse, parce que nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de sortir de sa condition et de singer jusqu'au tombeau les signes et les codes de notre nouveau groupe social, eh bien, on a peut-être, et puis d'en éprouver aussi à la fois un mélange de fierté, oui, nous en sommes sortis, et un mélange aussi d'amertume et de rancœur. On ne nous a pas fait de cadeau. Il a fallu qu'on passe la mop sur le plancher de la cuisine du grand hôtel ou du boui-boui à côté. Il faudrait pouvoir se débarrasser de ces sentiments négatifs. Et je n'ai pas senti, en tout cas à la lecture de l'ouvrage de Lanoiselier, ce ressenti revanchard. Et au contraire, ce que j'ai ressenti, en tout cas ce que j'ai éprouvé à la lecture de ce livre, lu il y a déjà quand même un bon moment, c'est la fierté d'appartenir à une classe. Fut-elle une classe dite défavorisée. Et la conscience de classe qui, me semble-t-il aujourd'hui, aurait disparu chez les uns et chez les autres. Tandis que la classe dominante, elle, ne perd jamais de vue son intérêt, ne perd jamais de vue qu'un rapport de force. C'est essentiel. Et que tandis que les travailleurs précaires qui doivent se démener, là j'entends par là, bon, vous avez entendu, c'est tous les travailleurs autonomes qui sont quand même de plus en plus nombreux parce que c'était le modèle proposé. Bon, peut-être qu'il n'y a pas ça chez mes amis en France, mais au Québec, il y a certaines compagnies de vente au détail, on ne les appelle pas des employés, on les appelle des associés. On leur vend l'idée qu'ils ont autant de pouvoir que le patronat ou l'actionnariat, qui est une autre manière. Ben là, c'est un autre débat, c'est une autre réflexion. Mais l'actionnariat, va avec le précariat. Et c'est l'actionnariat qui pousse des gens vers la précarité. C'est les rendements que les actionnaires exigent et désirent afin de continuer à investir dans une compagnie. Et ça suppose parfois que la compagnie, pour rester compétitive ou rester offrant des dividendes, est obligée de sabrer dans les dépenses, est obligée, comme on l'entendait beaucoup dans les années 90-2000, obligée de dégraisser. Et évidemment, ce verbe dégraisser évoque
de très sinistre mémoire, certaines opérations qu'un certain régime politique inique a commis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais demain, est-ce que je voulais un passage tout de suite quand même? Ou je me contente d'y aller avec une sorte de désolation? Oui, ça me désole de voir ça. J'aimerais qu'on... En fait, ce que j'aimerais lire aujourd'hui, c'est des livres comme celui de Lénard, qui a écrit L'Établi, qui racontait son travail de manœuvre dans une usine. Un livre paru, qu'on réédite, pas de plus en plus, mais qu'on réédite régulièrement, qui raconte son expérience en usine. Et je sais que sa fille a écrit un livre relatant le désespoir de son père, de voir justement peut-être que cette incapacité, au fond, à changer le monde, à changer le travail, à changer les lois du travail, et l'échec de mai 68. Beaucoup accusent notre monde d'être responsable. Beaucoup de conservateurs accusent le monde dans lequel nous sommes, accusent mai 68. Mais c'est que si mai 68 n'avait pas échoué, peut-être nous n'en serions pas là. Mais il ne leur vient pas à l'idée de penser que c'est l'échec de la nécessaire utopie. Alors, pour être réaliste, nous sommes réalistes. Nous ne sommes que cela, réalistes. Et je ne suis pas sûr que c'est vraiment du réalisme que d'être mur à mur réaliste. Alors, il me plairait plutôt de lire des livres écrits par des contemporains qui nous décriraient la condition du précariat. Et je pense que, et peut-être qu'y aurait-il possibilité, à la suite de la publication de certains de ces ouvrages, que quelque chose se coagule, que quelque chose se forme, se fédère, et qu'on ait à nouveau une véritable réflexion, non pas sur les délocalisations d'usines, mais sur le sens même du travail, et également sur notre appartenance à une classe sociale, et peut-être même la fierté, sans doute jugée illégitime, de ne pas avoir envie d'en sortir. Je ne vous lirai rien ce soir, finalement. Mais demain, deuxième partie, on va s'approcher un peu plus de l'ouvrage en lui-même. Ça a été pour moi, en tout cas, une sorte de réflexion, de savoir que toute cette littérature prolétarienne aujourd'hui, qui a été abondante, qui a été de qualité, dont Michel Ragon aussi a fait la recension et la revalorisation, ça m'a frappé aujourd'hui, disons, que cette littérature-là avait disparu avec la connaissance d'appartenir à une classe sociale. Aujourd'hui, les codes sont brouillés et que ceux qui n'appartiennent pas à un milieu moyennement aisé se jugent parfaitement responsables de leurs conditions. Et ça, c'est un superbe tour de passe-passe que le libéralisme économique a réussi à créer. De donner l'illusion que chacun d'entre nous sommes totalement responsables de notre condition. J'ai bien dit totalement. À demain.